Alors, ça va être un peu moins de la science, un peu moins de dentelle. Ça a été un peu de la grosse technique. Mais je pense que, enfin, je pense que ça peut être agréable pour tout le monde de savoir ce qui existe niveau technique aussi. Il se trouve que ce patient nous donne l'occasion de voir un sacré panel de ce qui se fait. Donc, il s'agit d'un homme de 51 ans qui n'avait aucun antécédent, à part un peu de tabagisme. Et en décembre dernier, il avait consulté son médecin traitant pour des douleurs épigastriques. Et le médecin traitant avait donné des IPP. Et le lendemain, vu que les douleurs ne passaient pas, il a consulté aux urgences du Sud pour douleurs et dyspnée. Et il lui trouve un ECG pathologique, une tropo franchement élevée, et du coup, décision d'hélice-mur vers notre USIC. En fait, il arrive en état d'OAP et de choc cardiogénique, donc froid et mouillé. Donc 104 battements par minute en sinusale, 9 de tension, on met rapidement sous VNI, et donc il est en sueur et il est froid. La biologie, il a déjà 4 de lactate, il a déjà plus de reins, plus de foie, et déjà un syndrome inflammatoire assez important, avec une CRP. Il a un ECG pathologique avec des ondes Q en apical, un rabotage des ondes R et une surélévation du segment ST qui va faire accélérer un petit peu la descente au bloc de Corot. Il a une radio pulmonaire d'OAP, une ETT faite très rapidement sous début 10 gamma qui a déjà été branché et qui montre malgré la début une FE à 15% et une ITV à 6 avec une IM sévère restrictive et une dysfonction VD également. Donc dysfonction biventriculaire sévère, IM sévère, malgré début. Donc il va rapidement au bloc et où il bénéficie d'une intubation KTA-KTC et Coro par Dr Coré qui le pauvre a hérité de ce beau cas. Et il commence la Coro avec avec le réseau gauche qui montre qu'il n'y a plus d'IVA. Le réseau latéral est également malade avec la bisectrice et la CX marginale sténosée et une coronaire droite sténosée sur plusieurs sites. Donc Jérôme attaque l'IVA qui en fait résiste franchement, les matériels ne passent pas. Donc il attaque la droite et premier coup de ballon, le malade s'arrête et il sera en arrêt cardiaque pendant 17 minutes. Donc le professeur Braunberger intervient assez rapidement et met d'une part une ECMO avec la canule ici et d'autre part le ballon de contre-pulsion intra-aortique qui se gonfle et se dégonfle dans l'aorte thoracique descendante. Ce qui permet de récupérer une hémodynamique et ce qui permet à Jérôme de réparer le réseau droit et ensuite de se porter sur le réseau gauche où il répare la bisectrice et la circonflexe marginale. Donc, la situation 2 jours après en réanimation, c'est que les lactates sont normalisés, qu'il a récupéré une fonction rénale et hépatique complètement, mais par contre il y a toujours une FE au tapis. Il est complètement dépendant de l'ECMO et du ballon de contre-pulsion. Il a toujours son noradré d'obus. Et du coup, se pose rapidement la question chez ce patient du Nevasan pour greffe, parce qu'il n'y avait pas encore la greffe à cette époque-là. Et il faut attendre septembre pour avoir la première greffe à La Réunion. Et du coup, c'est une question c'est une course contre la montre, parce que chaque jour perdu dans cette situation, c'est vraiment du pronostic perdu également. Et donc, il y a une discussion très collégiale entre les anesthésistes CTC, parce que le patient est dans leur lit, le chirurgien cardiaque, les cardios non invasifs et invasifs. Et en fait, on a 4 solutions. Soit on fait du palliatif parce que l'état est dramatique. Il y a une récupération cardiaque et neurologique qui est incertaine. Mais bon, il est quand même jeune et sans antécédent auparavant. Il y a la solution de la chirurgie qui permettrait du coup de réouvrir l'IVA qui est une forme complexe de CTO. Les occlusions chroniques, en fait, c'est des angioplasties très compliquées qui n'étaient pas attaquées il y a quelques années. Maintenant, avec les nouvelles techniques, on s'y attaque de plus en plus et qui permettrait de régler le problème de l'IM sévère. Mais il a un score de mortalité intra-hospitalière à 63%, ce qui démotive tout le monde de proposer cette option.
Donc il est discuté une deuxième tentative de CTO-IVA. Donc CTO, c'est Chronic Total Occlusion. Et donc c'est une tentative de recanalisation de l'IVA qui a l'avantage que c'est franchement moins invasif. Les risques de complications sont moindres. Par contre, la viabilité était incertaine et il y a déjà eu un échec 2 jours avant. Donc c'est une forme difficile. Et la quatrième solution, c'est l'Evassan. C'est vers ça, au début, vers lequel on se dirigeait, parce que c'est un patient jeune, qu'on n'est pas sûr qu'il récupère de son VG un jour. Mais par contre, le taux de mortalité d'un tel transfert, c'est 80%. Donc, après discussion de tous ces intervenants, donc Shamir Vali, à qui on a demandé il faut que tu nous dises si tu penses que le myocarde est viable en dessous de la CTO-IVA. On a finalement décidé collégialement de proposer cette deuxième tentative de CTO-IVA. Du coup, on a attaqué ça un soir. Donc, il y avait un plan A, j'avais prévenu la NSCTC qu'il y a un plan A, un plan B, un plan C. Donc, le plan A, c'est antérograde. Donc, le classique, on passe... là, c'est le cathéter guide qui arrive dans le tronc commun et du matériel qui essaye de passer vers l'IVA qui est bouché ici. Et on voit qu'elle est reprise par réseau gauche un petit peu. Donc ça, j'allais que dans la septale, ça passe pas. Donc plan B, technique déjà un peu plus difficile, c'est rétrograde. C'est-à-dire que cette fois, c'est le cathéter guide qui va vers la coronaire droite, que Jérôme avait réparé 2 jours avant. Et c'est de trouver des petites collatérales qui reperfusent le réseau gauche et de passer par ces micro-branches pour aller déboucher l'occlusion par sens inverse. Et après, on fait ressortir le matériel par l'autre catéguide. Et en gros, il y a un guide qui part d'un côté du corps et qui ressort d'un autre côté du corps. Et une fois qu'on est à ce stade-là, la procédure est gagnée. Mais malheureusement, les collatérales étaient trop petites et le matériel n'est pas passé. Donc là, l'anesthésiste, on est déjà, je pense, à 4 heures de procédure, il est minuit et demi, le patient est en OAP parce que je suis passé par le désilé du ballon de contre-pulsion pour ma CTO. Donc j'ai enlevé la contre-pulsion, donc le patient n'est plus que sous ECMO et il fait l'OAP sous ECMO, il bulle énormément, l'anesthésiste a du mal à le tenir sur le plan respiratoire. Là je réessaye le plan A antérograde, le guide passe, mais de nouveau, comme Jérôme, le matériel ne passe pas, donc c'est vraiment la galère. L'anesthésiste s'impatiente très franchement et on le comprend. Je lui dis écoute, il faut vraiment qu'on fasse le plan C comme prévu, et du coup gentiment il accepte. Le plan C, c'est la dissection réentrée. Et en fait, là le plan, c'est de déchirer l'artère. Si ça ne passe pas par la vraie lumière, eh ben, on va chanter l'occlusion en déchirant l'artère on va déchirer l'intima et chanter l'occlusion par l'intima qui est facile à traverser. Et puis, une fois l'occlusion passée, il faut absolument réentrer vers la vraie lumière, parce que sinon, si on stente dans l'intima, on perd l'artère, quoi. Et donc là, le guide que vous avez vu travailler, là, il cherchait à déchirer l'artère, et on voit qu'au bout d'un moment, ça c'est visuel, c'est avec l'expérience visuelle, mais on voit que là c'est de la dissection, et la sensation tactile avec le doigt, on voit que là clairement on est en dissection, on est dans l'intima. Et d'ailleurs, on voit que le guide il franchit l'occlusion facilement. Et donc là, ce petit film, après, il explique comment... non, il n'expliquera pas. Il n'expliquera pas parce qu'il n'a pas trouvé le média. Mais en gros, là, c'est l'artère avec l'occlusion au milieu. Et le plan, c'est de mettre un guide qui sort dans l'intima. On voit la petite ligne là, c'est l'intima. Et donc le guide a réussi à déchirer l'intima pour pénétrer en sous-intimal. Et après, on chante toute l'occlusion. Et après, le plan, ça va être de réentrer, donc de percer de nouveau cette couche-là pour récupérer la vraie artère. Et pour ça, on utilise un ballon plat que je vais montrer avec cette animation. Et ce ballon, quand on le gonfle, il s'aplatit, se met parallèle à la paroi de l'artère, et ce qui nous permet de nous donner la direction de l'artère. Et après, on pique avec un guide et on déchire de nouveau l'intima pour y entrer. Et donc là, on voit mon deuxième guide qui va forcer un petit peu. Et donc là, je pique, je force, et tout d'un coup, on sent sous le doigt que tac, le guide passe, il a déchiré de nouveau l'intima pour y entrer en vraie lumière, et ça permet de ballonner, de stenter, de récupérer l'artère. Donc le lendemain, on peut le sevrer de butamine et décroître la noradrée. Il commence à récupérer un peu d'FESG et d'ITV.
À J7 du début de la prise en charge, ablation ECMO et contre-pulsion et récupération d'INFE à 45%. Donc Dr Vallier avait raison, il y avait de la viabilité en dessous et on a bien fait de se battre et le VD s'est amélioré. Mais le patient est inextubable et donc l'EREA nous rappelle et, parce qu'en fait c'est une radio d'OAP et cet OAP il est dû pas à la dysfonction VG parce qu'on voit qu'effectivement il a bien récupéré mais à cette fuite mitrale torrentielle. Donc, il y a eu plusieurs extubations pendant plusieurs jours. Ils ont essayé de le sécher à fond, de l'extuber. C'était que des échecs. Et donc, il a été décidé de nouveau très collégialement, avec un staff médico-chirurgical, de proposer un MitraClip en urgence, comme avait présenté Dr Laurent tout à l'heure. Donc ça, c'est la fuite avant. C'est une procédure qui, comme disait Dr Laurent, mobilise pas mal d'intervenants, des interventionnels qui sont les mains, nos échographistes interventionnels qui sont nos yeux, et ceux qui sont encore derrière, les anesthésistes qui permettent d'endormir et de tenir le patient pendant la procédure. Et donc là, vous voyez le guide, le cathéter guide qui va amener le clip et le placer à l'endroit où l'on veut, et la sonde de Théo ici qui regarde notre travail pour nous guider. Et donc, comme les images de Dr Laurent tout à l'heure, on attrape avec cette pince à linge, on attrape les deux feuillets, et ce qui permet de réduire très franchement la fuite. Donc là, on la split en 2 jets, et donc il nous reste une double fuite grade 2, et on a des paramètres échographiques et hémodynamiques qui nous montrent qu'il y a une très franche réduction de la fuite. Et on sait que dans ce cas-là, il faut s'arrêter là, et ça devrait encore mieux récupérer dans l'avenir. À J17, de début de la prise en charge, il est extubé. J21, transfert usique. J33, retour à domicile. Et à 3 mois, j'avais prévu de le voir un peu avant, mais les choses ont un petit peu traîné. J'avais prévu de faire une optimisation du stent IVA parce qu'il me semblait qu'il y avait une zone dans le stent IVA après la CTO, qu'on a fini à 1h30 du matin, qui était hétérogène et qui était suspect, qu'il fallait absolument contrôler. À ce moment-là, c'est une hospitalisation de 2 jours. Donc, je vous montrerai la diapo d'après cette optimisation IVA. Et j'ai super surprise d'avoir sa réponse quand je lui demande comment ça se passe à la maison. Il ne comprend pas ma question. Il me dit comme avant, pourquoi? Donc, comme si pour lui, il ne s'était rien passé, quoi. Il ne comprend pas mon étonnement. Et donc, c'était vraiment ça notre plus grosse victoire, je pense. Et 6 mois après, il a été revu par l'équipe du Sud il y a quelques jours. Qui rapporte qu'il marche 1h30 sans symptômes, qu'il a toujours 43% d'FEVG avec une IM grade 1 et pas de gradient mitral significatif. Donc cette optimisation IVA, donc il me semblait qu'angiographiquement il y avait une zone un peu hétérogène suspect, et donc dans ce cas-là, on peut faire de l'OCT comme avait évoqué le professeur Motreff, qui est un peu le pape de l'OCT en France. Et donc cette OCT, c'est l'imagerie infrarouge endocoronaire. Et donc là, vous voyez en coupe longitudinale qu'effectivement, au premier run, on voit qu'il y a une grosse sténose en plein milieu du stent. Donc là, on voit les mailles du stent et on voit que le stent il est complètement contraint par la calcification, en fait. Et quand on regarde le film en live, on voit que là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et tout d'un coup, là, on voit une énorme contrainte du stent par des calcifications après l'autre nuit de la CTO, malgré 24 bars de pression de ballon. Les ballons ont été gonflés à 24 bars la nuit de la CTO, et donc c'est 10 fois la pression de pneus de voiture, et ça n'a pas suffi pour faire céder cette lésion. Donc là, il faut lui proposer des choses un peu plus compliquées pour faire céder cette lésion, parce que ça va donner des résultats à moyen terme catastrophiques. Donc il faut absolument faire céder ça. Et pour ça, on a donc une nouvelle technologie qui est le ballon Shockwave, qui est du ballon qui envoie des ultrasons. Et en fait, c'est pas du tout traumatique et c'est très peu dangereux. Et ça envoie un équivalent de 50 bars. Donc là, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc ça vient briser la caillasse un petit peu. Voilà. Et donc c'est à travers le stent, mais c'est pas grave, l'énergie elle passe quand même au-delà du stent. Et donc là on refait un run d'OCT après Shockwave et après un ballon OPN. Là c'est un ballon avec très très forte pression et on voit que sur la coupe longitudinale la sténose est complètement levée et quand on revoit le film en live, effectivement on ne voit plus ce gros rétrécissement inquiétant. Voilà, donc c'est le résultat final avec en prime donc l'artère qui a récupéré de belles collatérales depuis décembre dernier. Et puis on voit le clip qui se balade
et qui nous montre où est la mitrale. Et donc en conclusion, c'est vraiment un très très beau succès collectif. C'est chez ce jeune patient de 51 ans qui n'avait pas d'antécédent et qui pour lui, il ne voit pas trop ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment un beau sujet, un beau succès commun de tous les intervenants spécialistes, nord-sud. Ça demande une réactivité de tous les intervenants, que ce soit les urgentistes au début, les LISMUR, Jérôme qui s'est levé la nuit, l'ECMO qui est posé par les chirurgiens en catastrophe en salle de Coro. Ça demande beaucoup de confiance entre les équipes, des différentes spécialités. Voilà, il a fallu qu'on fasse tous confiance à Shamir Vali qui nous a dit s'il y a de la viabilité en dessous, ça vaut le coup de faire ces procédures complètement folles jusqu'à 1h30 du matin. L'anesthésiste qui doit avoir confiance quand on lui dit si on attaque le plan C à minuit et demi alors que le patient est en train de buller sur son tube. Et puis une grosse synergie cardio-invasif, non-invasif. Nous de faire confiance à Shamir quand il nous dit qu'il y a de la viabilité, et puis après pour la procédure MitraClip où c'est assez vertigineux, mais nous on est les mains, mais on est aveugle sans nos collègues échographistes qui nous guident tout au long de la procédure. Il n'y a pas que la technique qui a sauvé ce patient, il y a le suivi rapproché, et puis les traitements, et puis la bonne collaboration qu'on a Nord-Sud également. Ce patient est maintenant bien suivi par l'équipe du Sud. Et puis il y a aussi, c'est un succès qui est aussi dû à des prérequis techniques. Vous voyez qu'il y a de la pompe, il y a du piston, il y a du stent, il y a des ballons plats, il y a du clip, il y a de l'infrarouge, il y a des ballons ultrasons, il y a des ballons super haute pression. Et donc tout ça, ça demande beaucoup de mise en place de matériel très compliqué, et donc une collaboration forte avec la pharmacie et le biomédical. Et on a de la chance que ça soit le cas dans le CHU. Merci de votre attention. Merci Louis-Marie pour ce très beau cas, bien imagé, très clair, qui montre effectivement toute la palette technique que peut offrir le CHU aujourd'hui en cardiologie, et avec un résultat effectivement qui est très satisfaisant pour le patient. Et voilà, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'investissements aussi financiers chez ce patient, mais le résultat est là, donc c'est quand même très satisfaisant. Il y a des commentaires peut-être? Alain, tu voulais intervenir? Oui, je voulais savoir... Oui, je voulais savoir le rotablator dans ce cas-là, ça c'est pas indiqué. Et si, c'était la thromboaspiration, tout ça, c'est pas. Alors thromboaspiration, non, c'est pas un cas de thromboaspiration. La thromboaspiration, on se demande souvent pourquoi on n'en fait pas plus. En fait, maintenant, dans les recos, c'est recommandé, c'est grade 3, donc c'est en systématique. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire de thromboaspiration des infarctus en systématique. Donc, parce qu'il y a eu un petit peu d'AVC en plus décrit. Donc c'est qu'en bail-out, ça veut dire que c'est que quand on est un peu coincé, qu'on peut faire la thromboaspiration. Sinon, il faut plutôt éviter. Mais là, ce n'était pas un cas de thromboaspiration. Effectivement, c'était un très bon cas de rotablator pour ce qui est de la CTO IVA. Pas pour les lésions aiguës qu'avait traité Jérôme, mais pour la CTO IVA, une fois le guide franchi. Parce que s'il n'y a pas de guide franchi, le rotablator, en fait, il doit être guidé par le rail. Et le rail, c'est le guide qui doit trouver le chemin distal. Et sans ce rail, on ne peut rien faire. Mais une fois ce rail qui était une fois en place, on aurait complètement pu faire du rotablator, qui n'a pas été fait parce que la lésion, les ballons semblaient pourtant s'expandre pas si mal avant. Et donc, il m'avait semblé que la contrainte n'était pas si importante que ça, qu'on était à 5 heures de procédure à 1h30 du matin avec le patient qui bulle et l'anesthésiste qui s'impatiente un petit peu. Mais clairement, on aurait été dans de meilleures conditions avant stenting. Il faut le faire avant stenting, parce qu'après, il ne faut plus faire. Mais avant stenting, ça aurait été une très bonne idée de rotablator. Ouais. Une autre question. Oui. Comment est-ce que vous avez documenté la viabilité dans le territoire de l'IVA? Dr Vali. Parce que c'est vrai que sur l'électro, on a l'impression qu'il y a une onde Q, un SUSST un petit peu résiduel à l'intérieur. Mais Shamir? C'était un patient qui était sous dobut en réanimation sous ECMO, qu'on a évalué à l'écho. Il avait une CTO de l'IVA, mais sans aspect séquelaire aminci de parois hyperéchogènes. Donc finalement, c'était vraiment sur l'aspect de parois plutôt encore épaisses et d'absence d'akinésie complète, en disant qu'il y avait probablement du myocarde en hibernation. Le CG, on voit clairement qu'il y a une séquelle, mais qui est finalement assez localisée, ce qui correspond d'ailleurs à l'écho qu'il a aujourd'hui, où il garde une séquelle qui est assez localisée, apicale,
Et il y a une IRM également qui confirme qu'il y a une séquelle qu'on voyait dès le début de la prise en charge sur ce ECG apical, mais qui est en fait assez localisée. Et effectivement, probablement que ce territoire était resté viable malgré l'occlusion chronique, parce que repris par le réseau droit antérieurement, mais là tout s'est dégradé parce que le réseau droit a souffert également. Donc le réseau droit étant le siège d'une lésion aiguë, il n'a pas pu assurer son travail plus celui de l'IVA qu'il reprenait par collatéralité, et du coup le patient allait très mal. Mais la viabilité a dû être préservée grâce à ce réseau droit, ses collatéralités. Et voilà, il avait semblé à Shamir que les parois n'étaient pas amincies, que sous début ça semblait quand même bouger un petit peu. Et puis voilà, puis il se trouve que l'avenir a donné plutôt raison qu'il y avait une viabilité résiduelle qui était significative, quoi. Oui, juste. Et pourquoi un mois après, vous n'avez pas discuté le pontage de l'IVA plutôt que ce geste qui est quand même risqué, non, j'imagine? La CTO, c'est 1 à 2% de risque. Après, là, c'est une IVA 2. Ça n'aurait pas été... il se trouve, voilà, c'est 1 à 2% de risque. Avant la CTO, il y avait un taux d'échec, un taux de complication qui était important. Les choses sont quand même allées très très vite dans l'amélioration des techniques. À vous dire, à 3 mois, une fois qu'il allait mieux, ouais. Au lieu de faire l'optimisation IVA, de le ponter, c'est ça? Il n'y a plus besoin en fait. C'est un peu raide parce que là, il y a une IVA qui est reperfusée finalement. Après la procédure compliquée, il y a une IVA qui est reperfusée et l'optimisation, ça a pris 30 ou 40 minutes. Et donc, il n'y a plus d'indication. Son IVA est reperméabilisé, donc il n'y a plus d'indication finalement de faire une chirurgie là-dessus. L'optimisation de l'IVA, ça a pris, peut-être entre 30 et 40 minutes. C'est pas un geste dangereux, l'optimisation. Alors, il y a toujours des dangers, mais non, les risques, ils sont minimes. Les ballons Shockwave, on les gonfle à 4 atmosphères, ce qui est vraiment très peu pour de la coronaire. Après, par contre, les ballons EPN, on avait fait de la forte pression. Il y a des risques. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fallait pas laisser cette lésion comme ça. La chirurgie à ce stade-là, même les chirurgiens, ils n'auraient pas compris pourquoi on leur aurait proposé, quoi. Tout a été percutané, là, il suffit d'un dernier coup de ballon. Ils auraient été un peu surpris. Par contre, clairement, on l'a mis dans le dossier, que s'ils devaient réévoluer sur des troncs proximaux, sur plusieurs troncs, clairement, il faudra qu'on lui propose plutôt la chirurgie. C'est parce que les artères sont quand même assez malades globalement. Donc clairement, ça sera un patient chirurgical s'il évolue. Donc c'est un malade qui a eu beaucoup de chance quand même. Il faut féliciter l'équipe de coronarographie qui l'a massé pendant 17 minutes, effectivement, le temps que l'astreinte d'ECMO arrive. Et c'est un patient chez qui il y avait déjà le cathéter d'ECMO. C'est pour ça que ça a mis que 17 minutes pour reperfuser finalement, parce que j'avais anticipé effectivement en sentant qu'en mettant un ballon dans la droite, il allait s'arrêter. C'était à peu près prévisible, il était tellement grave. Et c'est ce qui n'a pas manqué de faire, mais il avait déjà ses canules d'ECMO qui étaient prêtes. On a déjà fait venir le matériel, l'astreinte, et le chirurgien était déjà contacté pour justement discuter du dossier en ECMO. Donc c'est pour ça que finalement, en 17 minutes, pour un chirurgien qui était déjà sur la route finalement, pour un arrêt réfractaire, il a 0 séquelles neurologiques. Enfin, il a quand même une chance quand même qui est assez inouïe. Et puis après, la suite est quand même assez spectaculaire. Donc on était content de vous montrer ce cas clinique qui clôture cette belle session. Voilà. Donc merci. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, d'être restés présents jusqu'à la fin. Donc il y avait plus de 70 participants aujourd'hui, donc on en est très content. N'oubliez pas de remplir les questionnaires de satisfaction, donc c'est important à déposer pour être évalué, pour proposer des idées, des thèmes pour les années suivantes et des pistes d'amélioration. Merci aux partenaires qui ont soutenu un peu l'événement. Merci au comité d'organisation impulsé par Louis-Marie pour organiser ces journées qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc voilà, on vous félicite pour tout ça.